Au cœur de la structure financière et économique mondiale se trouvent des institutions financières dont certaines possèdent plus de pouvoir que des États. L'une de ces institutions est la toute-puissante banque JP Morgan Chase. À gauche, son président directeur général, Jamie Dimon, le banquier le plus puissant du monde, et à droite, le président Emmanuel Macron lors de l'ouverture du siège de la banque à Paris en 2021. Très peu de gens en entendent parler, pourtant, JP Morgan Chase est la plus grande banque au monde par capitalisation avec une valeur boursière estimée à 620 milliards de dollars ainsi qu'un volume de dépôts et des actifs sous sa gestion atteignant près de 3500 milliards de dollars. Mais ce n'est ni sa taille, ni ses dépôts, ni ses actifs qui distinguent JP Morgan des autres banques, mais son influence à l'échelle mondiale. Quotidiennement, la banque assure des mouvements de capitaux de près de 10 000 milliards de dollars. Je le répète, 10 000 milliards de dollars par jour. Des institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international font appel à ces services et hébergent leurs comptes. Il en va de même pour l'Organisation des Nations Unies qui utilise tous des services financiers de JP Morgan. Des pays entiers, des États-Unis jusqu'aux nations européennes, ainsi que les plus grandes entreprises mondiales comme Apple, Amazon et ExxonMobil font appel à JP Morgan pour assurer leurs démarches financières. JP Morgan finance et aide les États et les entreprises sur le marché de la dette à lever des milliards et des milliards et à financer de très grands projets. Les États-Unis sont sa forteresse et le monde est son terrain de jeu. New York, Paris, Londres, JP Morgan s'est taillé une place de géant dans le monde où le pouvoir financier impose son autorité dans toutes les facettes de l'économie globale. Une décision prise par JP Morgan peut affecter l'économie de toute une nation. Une décision de JP Morgan peut orienter le flux de capitaux. Une décision de JP Morgan peut modeler les habitudes de consommation. Cela montre à quel point cette banque est influente. Mais savez-vous qui détient et contrôle actuellement JP Morgan Chase? 3 des plus grands gestionnaires de fonds dont les noms vous sont familiers. BlackRock, Vanguard et State Street qui contrôlent près de 20% de l'entreprise. Je me suis intéressé un peu à cette banque et voici ce que j'ai découvert. En 1975, la ville de New York était sur le point de faire faillite. L'administration municipale avait accumulé énormément de dettes aggravées par une mauvaise gestion. La ville ne pouvait plus payer ses fonctionnaires ni financer ses services publics. Les rues de la capitale financière du monde étaient remplies de tonnes de déchets, les éboueurs étaient en grève et l'administration était au pied du mur. La ville ne pouvait plus emprunter sur le marché depuis des mois. Les grandes banques lui ont tourné le dos. Le motif, son incapacité à payer ses dettes existantes. La ville a alors appelé à la rescousse le président des États-Unis, Gerald Ford, à l'époque. Ce dernier était catégorique. Il était hors de question d'aider cette ville. Il leur dit des mots qui étaient très durs. Allez mourir, une façon de dire « faites faillite si vous voulez, cela m'est égal ». Pour le contexte, Gerald Ford était de droite et la ville était gérée par des gens de gauche. À quelques heures de la faillite, Chase Manhattan, ancêtre de JP Morgan Chase, a réuni quelques banquiers pour renflouer la ville de New York en liquidité, lui permettant ainsi de continuer de fonctionner et lui évitant une humiliation. Cette banque, la Chase Manhattan, est issue de la fusion de 2 banques majeures. La première appelée Chase National Bank, fondée en 1877, et la deuxième appelée The Manhattan Company. The Manhattan Company est une banque new-yorkaise dont l'origine remonte à 1799. Son fondateur était un certain Aaron Burr, vice-président des États-Unis à l'époque. À cette époque, le duel à l'arme à feu existait encore. When I dropped this handkerchief, you
will walk towards each other. And at a time of your choosing, there will be a polite exchange of bullets. Aaron Burr, colonel de l'armée, banquier et politicien, a défié son adversaire personnel et politique en duel. Et cet adversaire n'était autre qu'Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis, qui était, lui aussi, financier, politicien et militaire. Les deux hommes se sont retrouvés tôt le matin dans l'État du New Jersey, dans une ville située de l'autre côté de la rivière Hudson, face à New York. Comme dans un western, des hommes, des coups de feu, un gagnant, un perdant et dans ce cas, un mourant. Alexander Hamilton a été gravement blessé et a succombé à ses blessures le lendemain. En 1930, la banque de Manhattan Company a acheté l'un des pistolets utilisés par les deux hommes lors de ce duel. C'est ainsi que commence l'histoire de ce qui deviendra la plus grande banque actuelle, JP Morgan Chase. Mais le nom de JP Morgan, qui fait tant la réputation de la banque, vient d'un autre homme, un certain John Pierpont Morgan, considéré comme l'un des plus grands banquiers de l'histoire. L'histoire de John Pierpont Morgan remonte à 1868 et cette histoire nous emmène en France, à Paris, boulevard Haussmann. En 1868, un certain Drexel Harge, banquier issu de Philadelphie, ouvre une banque à Paris. C'était une première, un moment unique dans l'expansion transatlantique des services financiers américains. Il a fallu à la banque juste 3 ans d'existence pour jouer un rôle crucial dans les affaires politiques européennes, par exemple dans l'après-guerre franco-prussienne. Non seulement elle a été créancière du gouvernement français de l'époque, mais elle a en plus également supervisé l'acheminement de l'argent, probablement des millions de dollars que le gouvernement américain remettait à la France pour racheter les intérêts français dans le canal du Panama. 3 ans encore, et John Pierpont Morgan s'associe avec ce banquier de Philadelphie pour créer, cette fois à New York, une banque privée qui portera leur nom, la Drexel Morgan & Company. Celle-ci ne sera pas une exception, car très vite, elle sera florissante et ira financer des projets de chemin de fer transcontinentaux aux États-Unis dès 1879. Ainsi, ces opérations ont établi sa réputation en tant que financier expert de chemin de fer, mais aussi en tant qu'entité mobilisatrice de capitaux. Si vous aviez un projet d'envergure, c'était Drexel et JP Morgan que vous alliez voir. Les deux banquiers enchaînaient prouesses et succès. Ils ont même réalisé ce qui était à l'époque la plus grande transaction d'obligations ferroviaires jamais réalisée aux États-Unis, en finançant l'achèvement de la ligne ferroviaire du Pacifique Nord. Et leur influence ne s'arrête pas là. John Pierpont Morgan va également financer les idées folles d'un certain Thomas Edison. Ce financement a permis le développement de l'électricité dans tous les États-Unis. Des anecdotes racontent que les bureaux de JP Morgan à Wall Street ont été les premiers à être électrifiés et Thomas Edison avait personnellement allumé les lumières de l'immeuble. À la mort de Drexel en 1895, John Pierpont Morgan, qui avait déjà le leadership de la firme, lui a donné un nouveau nom, JP Morgan & Company. Ce nom perdure jusqu'aujourd'hui avec l'actuelle banque JP Morgan Chase. Aussitôt qu'il a commencé à avoir le contrôle total de l'entreprise, JP Morgan a continué de mener de projets titanesques. D'abord, il a renfloué les réserves d'or du Trésor américain après que la panique de 1893 eut épuisé cette réserve. Il a ensuite organisé le rachat des activités industrielles du plus grand entrepreneur de l'époque, Andrew Carnegie, et a regroupé plusieurs entreprises pour créer la première entreprise du monde à peser plus d'1 milliard de dollars, l'United States Steel. Au début du XXe siècle, la construction du canal de Panama. La banque a été désignée par le gouvernement américain pour gérer les paiements au gouvernement colombien, car à l'époque, le Panama faisait partie de la Colombie, ainsi que
les paiements des autres actionnaires de la Compagnie du Canal. Ce projet, entrepris entre 1904 et 1914, a été un succès et a permis de construire l'une des voies maritimes les plus importantes du monde. Monsieur Morgan était désormais incontournable et avait des projets de grandes envergures. Les politiciens, les entrepreneurs, tous faisaient appel à JP Morgan. Il possédait un yacht privé légendaire appelé Corsair. De ce yacht immense, il menait certaines de ses affaires bancaires et diplomatiques. Il recevait les dignitaires des pays. Il avait une des plus grandes collections d'art privé, une collection si vaste qu'elle est exposée dans un musée privé à New York, la Morgan Library and Museum qui existe encore aujourd'hui. Parmi les pièces les plus précieuses, on trouve la première édition de la Bible de Gutenberg, considérée comme l'un des livres les plus rares et les plus précieux du monde. En 1907, une panique bancaire a éclaté qui était là pour sauver le marché. JP Morgan, qui a personnellement utilisé ses propres fonds pour stabiliser les banques en difficulté. Grâce à ces efforts, les États-Unis ont créé la mère de toutes les banques, la Réserve fédérale américaine. Cette banque a été créée suite à une rencontre secrète dans une île du sud des États-Unis, précisément en Géorgie. Plusieurs banquiers influents, dont certains étaient des représentants de la banque JP Morgan, se sont réunis pour planifier la création de la Réserve fédérale américaine. C'était une réunion ultra secrète, tenue dans un club privé où les participants avaient des noms de code pour préserver leur anonymat. Mais JP Morgan ne verra pas ce projet pour lequel il a milité se concrétiser, car un jour de printemps 1913, il décéda à Rome à la veille de la Première Guerre mondiale. Ses services financiers étaient plus que jamais nécessaires pour financer l'effort de guerre. Lorsque la guerre a éclaté en 1914, la banque JP Morgan & Company a été un soutien financier majeur pour les Alliés. Elle a d'abord organisé le plus grand prêt étranger de l'époque en accordant 500 millions de dollars au gouvernement anglais et français. Ajusté à l'inflation, cela équivaut aujourd'hui à 13 milliards de dollars. La firme a ensuite agi comme intermédiaire pour les achats des Alliés, facilitant l'acquisition de matériel de guerre et d'autres biens essentiels d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, soit près de 80 milliards aujourd'hui. Après la guerre, JP Morgan & Company a également été un acteur majeur dans la reconstruction de l'Europe. Cependant, la création de la Réserve fédérale américaine a changé beaucoup de paramètres. Le pouvoir qui était jadis entre les mains de JP Morgan a été consolidé entre les mains de quelques banquiers siégeant désormais à la Réserve fédérale. Ces banquiers se sont institutionnalisés. Après la création de la Fed, l'histoire de JP Morgan & Company n'a pas été aussi glorieuse qu'avant. Dépourvus du pouvoir qu'ils avaient jadis, les banquiers se sont livrés à énormément de spéculations, ce qui a conduit à la Grande Dépression de 1929. La frontière entre la finance privée et la politique, qui était jadis relativement floue, se dessine. Les législateurs, n'ayant plus autant besoin des banquiers privés puisqu'ils ont désormais leur propre banque, la Réserve fédérale, ont commencé à s'attaquer au secteur. Le secteur est désormais dans la tumulte. Une loi a été introduite aux États-Unis, la Banking Act de 1933. C'était une première. Cette loi obligeait les banques à séparer strictement leurs activités commerciales, dépôts et prêts, de leurs activités d'investissement, vente d'actions et obligations. Si JP Morgan avait été vivant en ce moment, il aurait été perplexe car, avant cette loi, de nombreuses banques, dont JP Morgan, combinaient ces deux activités. John Pierpont Morgan avait, avant sa mort, combiné ces deux activités. Il avait un vaste réseau de télégrammes pour rester informé des marchés financiers mondiaux en temps réel. Il avait par exemple des agents et des bureaux dans toutes les grandes capitales financières qui lui envoyaient constamment des informations sur les mouvements du marché. Cela lui permettait de prendre des décisions financières rapides avant ses concurrents. Une autre anecdote historique est celle de Nathan Mayer Rothschild.
En 1815, la bataille de Waterloo marquait la fin des guerres napoléoniennes et consolidait la domination britannique en Europe. Nathan Mayer Rothschild, grâce à un réseau de messagers rapides, aurait reçu les nouvelles de la victoire britannique avant tout le monde à Londres, y compris le gouvernement britannique. Selon l'anecdote, Rothschild aurait utilisé cette information pour faire fortune. Il a diffusé subtilement des fausses rumeurs sur une supposée défaite britannique. La panique a gagné du terrain et les gens ont commencé à vendre, ce qui a provoqué une chute importante des prix des obligations britanniques. Mais lui, en coulisses, rachetait massivement ses obligations à bas prix. Quand l'information véridique de la victoire britannique est finalement parvenue, les prix de ces obligations ont fortement augmenté et Rothschild a réalisé des profits colossaux. Ainsi, la loi de 1933 interdit désormais aux banques commerciales de s'engager dans des activités de banque d'investissement et vice-versa. JP Morgan & Company avait été scindée en deux. L'entité d'origine a été conservée pour les activités d'investissement, tandis qu'une nouvelle entité, aujourd'hui connue sous le nom de Morgan Stanley, a été créée pour se charger des activités commerciales. Vous vous souvenez de Chase Manhattan, jadis appelée The Manhattan Company, la banque créée par Aaron Burr qui avait défié son adversaire politique à un duel et l'avait blessé. Cette banque a, en 1955, fusionné avec Chase National Bank pour créer Chase Manhattan Bank. Et au moment de la fusion, entre en scène un homme qui va tout changer dans la deuxième moitié du XXe siècle. David Rockefeller. Ce nom vous dit probablement quelque chose. David Rockefeller était un homme d'affaires milliardaire américain issu de la famille Rockefeller. Il est le petit-fils de John D. Rockefeller, à l'époque l'homme le plus riche du monde qui avait fondé Standard Oil, une société de raffinage et de distribution de pétrole. Cette société monopolisait le raffinage et la distribution du pétrole à tel point que la Cour suprême des États-Unis a ordonné son démantèlement en 34 sociétés indépendantes. Sans ce démantèlement, elle aurait pu être la première entreprise de l'histoire à atteindre une valorisation de 1000 milliards de dollars. Sous la direction de Rockefeller, Chase Manhattan Bank s'est développée à l'échelle mondiale, devenant ainsi l'une des plus grandes banques au monde. Défenseur du libre-échange et de la mondialisation, il a tissé des liens avec les dirigeants politiques et les hommes d'affaires du monde entier. Leur pouvoir était tellement grandissant que toute sa famille a été accusée de vouloir contrôler l'économie mondiale. Des théories de complot circulaient encore et encore. Mais cela n'a nullement empêché David Rockefeller d'étendre les activités de Chase Manhattan dans le monde entier. Toutefois, il y avait une limite légale. Toutes les activités de la banque étaient des activités commerciales. En vertu de la loi de 1933, elle ne devait exercer aucune activité d'investissement. Et parallèlement à Chase Manhattan, la banque d'investissement JP Morgan & Company a continué ses activités. Elle a aidé à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale en facilitant des prêts internationaux et en aidant les États à restructurer leurs dettes souveraines. Elle a fusionné avec une autre banque d'investissement pour étendre ses activités. Mais ici aussi, il y avait une limite. Elle ne pouvait pas exercer une activité commerciale. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par une période de prospérité inégalée dans l'histoire. La reconstruction de l'Allemagne et sa réunification, le Japon qui se réinvente et les États-Unis. Mais dans le monde, la croissance économique était visible dans de nombreux pays et les banquiers redevenaient tout-puissants. L'événement majeur a été l'abrogation de la Banking Act de 1933 qui interdisait aux banquiers de combiner les activités commerciales, dépôts et prêts, et les activités d'investissement, gestion d'actifs, souscription des titres, etc. Cette abrogation s'est faite dans un contexte particulier. Les banques voulaient s'étendre encore et encore, mais cette loi les en empêchait. De plus, grâce aux nouveaux produits financiers dérivés,
le paysage financier avait complètement changé et les banques souhaitaient plus que jamais une intégration complète des activités financières pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. Finalement, l'abrogation a eu lieu en 1999 et les fusions-acquisitions se sont enchaînées en cascade. JP Morgan & Company, avec ses activités d'investissement, a fusionné avec Chase Manhattan Bank qui avait des activités commerciales. C'est le début de ce qui est aujourd'hui la plus grande banque au monde, JP Morgan Chase. La fusion de ces deux banques a permis une intégration complète des services financiers. Et en 2004, JP Morgan Chase a un nouveau visage. C'est lui de son PDG, Jamie Dimon. Jamie Dimon est actuellement le banquier le plus influent et pour ainsi dire, le plus puissant du monde. Il gère JP Morgan Chase depuis 2004 lorsque la banque a acheté la même année une autre banque appelée Bank One, dont il était également le PDG. Après l'achat, le conseil d'administration a nommé Jamie Dimon PDG. Il a joué un rôle majeur dans la consolidation de JP Morgan en tant que leader mondial dans le secteur. Jamie Dimon a une spécialité, et sa spécialité est la gestion prudente des risques. Il a envoyé une lettre célèbre à tous les employés de la banque dans laquelle il parle d'éthique, de transparence et de service client. Certains diraient qu'il est paranoïaque à voir des crises partout. Mais c'est cette paranoïa qui a permis à la banque de sortir indemne lors de la crise financière de 2008 en se préparant à beaucoup d'éventualités. Cette préparation a permis à JP Morgan d'acheter deux banques importantes pendant la crise de 2008. La première est la banque d'investissement Bear Stearns et la deuxième est Washington Mutual qui était la plus grande caisse d'épargne des États-Unis. JP Morgan Chase a étendu ses activités et enrôlé des nouveaux clients les plus fortunés du monde. Des clients dans une centaine de pays et des milliards qui ne cessent d'affluer sur son compte. Elle propose désormais des services de luxe comme la carte de crédit ultra exclusive en palladium pour ses clients les plus fortunés. La carte elle-même coûte cher car elle est fabriquée à partir des métaux précieux. C'est l'une des cartes les plus chères jamais produites et les élites se l'arrache puisque c'est un symbole de richesse et de statut. Mais malgré tous les efforts pour minimiser les risques, certains traders de JP Morgan ont touché le fond. En 2012 par exemple, un trader du nom de Bruno Ixil, basé à Londres, a réalisé l'un des trades les plus fous de l'histoire qui a abouti à une perte de 6,2 milliards de dollars. Bruno Ixil était le chef de bureau d'investissement. Avec son équipe, ils ont accumulé d'énormes positions sur le marché des dérivés de crédit. Ces positions étaient si importantes qu'elles ont commencé à attirer l'attention des autres acteurs du marché. Les marchés ont commencé à bouger contre les positions massives prises par Bruno et son équipe, et les pertes ont commencé. Au total, 6,2 milliards de dollars ont été perdus et des enquêtes étatiques ont conduit JP Morgan à payer une amende supplémentaire de 1 milliard de dollars. Mais cela n'a pas suffi à dévier JP Morgan et Jamie Dimon de leur trajectoire. En 20 ans de gestion, Jamie Dimon a fait de JP Morgan la plus grande banque au monde. Warren Buffett disait qu'en investissement, la première règle, c'est de ne jamais perdre de l'argent et la deuxième, c'est de ne jamais oublier la première. Et Jamie Dimon a compris mieux que quiconque cette philosophie. Depuis 2004, la gestion prudente des risques est son mot d'ordre. C'est ce qui fait sa réputation. Il le faut quand vous assurez quotidiennement les mouvements des capitaux de près de 10 000 milliards de dollars. En plongeant dans ce récit, j'ai appris que l'histoire de JP Morgan Chase est une illustration parfaite des dynamiques de pouvoir sur une longue période. Si on prend du recul, on s'aperçoit que le pouvoir est quelque chose de très dynamique et peut basculer très vite d'un côté comme de l'autre, selon les circonstances créées par les hommes. Au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les banquiers ont façonné le monde à coup d'investissement.
Le pouvoir politique était brut, faisait beaucoup de bruit, mais le pouvoir financier était subtil, délicat. Les grands projets, les chemins de fer, les grandes voies maritimes, les canaux, l'électricité, l'automobile, tous ces projets nécessitaient des financements majeurs. Et ce sont souvent les financiers qui détiennent ces capitaux. À une contribution égale, un pouvoir égal. Le règne de l'argent est loin d'être fini. Ce sont toujours les financiers qui structurent la face du monde.